3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Moi ça va pas mal, surtout que là arrive la meilleure période de l'année, en tout cas celle que je préfère. Et ouais, entre les votes pour le All-Star Game qui viennent de se terminer, toutes les annonces qui vont être faites et surtout la trade deadline, j'adore ce moment de l'année NBA chaque saison. Mais avant de vous parler de tout ça, il faut forcément que je vous parle de Derby Ball, les copains qui sont là depuis longtemps et qui parrainent la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'avez vu ce magnifique t-shirt de Ben Simmons, même s'il sera peut-être bientôt plus d'actualité, moi je le kiffe, j'adore le porter, il taille super bien. Et franchement, même depuis le temps, après plusieurs lavages, la qualité est toujours là, ça bouge pas. De toute façon, je peux vraiment le prouver avec tous les t-shirts déjà qui m'ont envoyé depuis le début qu'on bosse ensemble. C'est à chaque fois la même qualité. Et là, même si aujourd'hui je porte celui de Simmons, qui est particulièrement en accord avec le sujet du jour, vous allez voir, il y a tout plein de choix sur leur site, plus de 500 références. Là vous avez un petit aperçu, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est génial, c'est que tout leur site, tout leur répertoire est en constante évolution, avec des joueurs du passé comme avec des joueurs du présent. Ils essaient de coller à tout ce qui se passe en NBA pour toujours proposer les produits les plus originaux possibles, et ça demande un boulot monstre, franchement je suis très respectueux de ce qu'ils font. Donc si vous voulez porter votre t-shirt Derby Ball, vous aussi, allez voir sur leur site, et passez du temps à choisir, de toute façon il vous en faudra. Sachant qu'en plus, évidemment que je vais vous faire croquer, parce qu'avec le code promo le 6e homme qu'il faudra rentrer au moment de la commande, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur tout le site. Alors let's go, n'hésitez plus, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir, parce que bien évidemment ça soutiendra la chaîne aussi, c'est du win-win. Yeah baby. Et le win-win d'ailleurs je vais vous en parler parce que c'était un petit peu le sujet du live de lundi, et aujourd'hui, comme tous les mercredis, je vais vous proposer le best-of, le résumé, en mode Crystal Ball. Mais ouais, avec la trade deadline qui arrive, là, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de vous parler de ce que j'espérais voir comme transaction dans la Grande Ligue. Alors on ne perd pas plus de temps, je vous explique le concept juste après, c'est parti. Quels sont les transferts que j'aimerais le plus voir avant la trade deadline en NBA ? Alors aujourd'hui on va faire un live qui va parler des trades comme je viens de le dire, parce qu'avec la deadline qui arrive le 10 février, je pense qu'il était temps de faire l'un des contenus que je préfère faire chaque année, vous parler et vous proposer 6 trades que j'ai réalisés sur la trade machine de Fanspo. Si je fais ça là-bas, c'est que pour moi c'est la plus complète, elle est plus complète que ESPN par exemple, alors que ESPN est plus connue, parce que sur Fanspo on peut inclure des trade exceptions, des tours de draft et tous les autres éléments nécessaires et tous les détails nécessaires. Donc ouais, pour moi c'est la plus complète, et c'est pour ça que c'est celle que je vous recommande d'utiliser. Bien sûr, maintenant, tous les transferts que je vais vous montrer, que je vais vous proposer, vont être très subjectifs. Et il faut être conscient que je dis pas que ce sont des transferts qui vont avoir lieu, hein, je suis pas Madame Irma, ce sont absolument pas des prédictions, ce sont vraiment juste des transferts que moi j'aimerais voir et qui me feraient plaisir pour des raisons qui m'appartiennent. Par contre, effectivement, pour apporter un minimum de réalisme, j'ai essayé de prendre des joueurs qui apparaissent souvent dans les rumeurs, sinon c'est vrai que ça n'a aucun sens. J'ai aussi essayé de faire quelque chose, même j'ai réussi au final, à faire quelque chose qui correspond aux règles NBA et aux règles salariales. Et déjà ça c'est pas simple, donc voilà, avec tout ça, moi j'ai fait ma tambouille pour faire en sorte au maximum qu'on ait du win-win entre les équipes concernées. Donc bien sûr, je ferai pas l'unanimité sur tous ces trades, j'en suis bien conscient, c'est évident, hein, de toute façon, parce qu'on a tous une perception différente des besoins des équipes, on a tous une perception différente du niveau des joueurs. Je sais déjà, ça va hurler dans les commentaires du best-of, ça va sûrement hurler dans le chat, à chaque fois de toute façon que je fais ce live ou que je fais ces vidéos, c'est les moments où ça hurle le plus, mais tant pis, c'est le jeu aussi, hein. Vous allez me dire, non, un tel se fait arnaquer, non, un tel fait un trop bon coup, et ouais, c'est ça, et de toute façon, dans un trade, souvent, il y a une équipe gagnante, une équipe perdante, même si je vais essayer, je le répète, au maximum de prendre en compte les besoins que j'imagine pour les équipes. Et vous inquiétez pas, de toute façon, à chaque fois, je vais prendre le temps de vous expliquer en quoi c'est win-win pour moi. Parce que vous verrez, hein, parfois, le niveau, ça correspondra pas, il va y avoir des joueurs qui vont être meilleurs d'un côté que de l'autre, mais pour moi, ce sera pas très grave, parce que j'aurai l'impression que, pour le futur, par exemple, ou pour les objectifs particuliers de l'équipe en question, ça ira bien. Donc peut-être que ce sera un bon coup qui sera pas fait sur le présent, mais qui sera fait sur le futur. Donc voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, tout ça, moi je vais l'expliquer. Croyez pas que j'ai pas passé un temps fou de toute façon à faire en sorte que tout aille bien. Retenez que ce sont des trades que moi, avant tout, j'aimerais bien voir, que je trouve plus ou moins cohérents. Et voilà, je le dis aussi, il y en a certains qui vont vous apparaître un peu fous, que je me suis régalé à faire, hein, parce que j'avais envie que ce soit aussi fun. Et n'empêche que même ceux que je trouve un peu fous, je les ai trouvés intéressants, et ça me faisait plaisir de les évoquer. Alors même si c'est une vision très subjective, on va parler de tout ça tranquillement, ça va me permettre aussi de connaître votre avis par la même occasion, parce que à chaque fois, il y aura un petit sondage pour me dire
si vous pensez que c'est du win-win ou s'il y a une équipe gagnante. Et enfin, à la fin, et ça va être cool, je réagirai à 3 de vos transferts que vous allez proposer pendant le live sur Discord et que les modos choisiront. Et ça va être cool, je trouve, mais avant tout, il faut quand même que je vous parle des miens de transferts. Mon premier trade. Mon trade numéro 1, c'est un petit transfert entre 2 équipes pour commencer, les Celtics et les Bulls. Et je m'étais dit que c'était bien de débuter par des choses simples avant de vous péter le cerveau à la fin du live avec des trades à 3 équipes. Je vous le dis, cette fois-ci, j'ai pas fait de grosses dingueries comme je l'ai déjà fait avec 4 ou 5 équipes. J'ai essayé, mais j'ai fait des tentatives, ça s'est vite transformé en n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce ne sera que des trades à 2 ou à 3 équipes, et vous allez voir, il y en a quand même qui sont pas mal. Mais bref, revenons à notre trade numéro 1. Là, on voit que Boston envoie Dennis Schroeder et Romeo Langford à Chicago, et ils reçoivent en échange, en provenance de Chicago justement, Kobe White, Matt Thomas et un second tour de draft. Pour Boston, là, le principal point à retenir, c'est que c'est un point financier. En fait, dans ce deal, il faut se dire qu'ils vont économiser quelques millions, mais ces quelques millions vont suffire pour passer sous le salary cap et éviter de payer la luxury tax en fin de saison. On sait que chaque année, à Boston, c'est un truc auquel les dirigeants tiennent beaucoup, et réaliser un tel trade permettra d'économiser quasiment 5 millions de dollars d'amende à la NBA, et mine de rien, pour le proprio, ne pas balancer 5 millions par les fenêtres, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est important pour lui. Donc déjà, je me dis que d'un point de vue financier, ce trade pour Boston, il fera du bien. Maintenant, d'un point de vue sportif, je me dis c'est peut-être dommage d'abandonner déjà Schroeder, qui a été récupéré cet été, en plus de ça, pour un contrat qui est pas trop élevé, et l'expérience aura clairement tourné court pour lui. En même temps, je trouve qu'à Boston, la greffe Schroeder ne prend pas vraiment. Ok, il met des points en sortie de banc, mais je trouve qu'il est pas vraiment le style de meneur de jeu ou d'arrière dont Boston a besoin. Il est clairement un shoot-first player, quand les Celtics, à mon avis, ont plus besoin d'organisation et de playmaking. Bon, à sa place, là, dans l'idée, il récupérerait Kobe White. C'est pas non plus le dieu de l'organisation, c'est clair, mais je pense qu'il peut apporter un truc, parce que même s'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, ça je vais pas le cacher, il peut amener sa jeunesse, sa fougue, son côté dynamiteur. Et ça peut être pas mal, justement, d'avoir un nouveau vent de jeunesse chez ces Celtics, un peu de peps dans cette team, un peu d'âme, parce que je trouve que cette année, même si les Celtics ils font des choses un peu mieux, notamment quand Tatum et Brown sont bons, ben je trouve qu'elle manque un peu d'âme et d'envie, cette équipe. Et peut-être que la jeunesse de White peut apporter ça. Puis il faut savoir aussi que quand tu lui mets la balle dans les mains à Kobe White, quand tu lui demandes de mener le jeu, même s'il n'arrivera pas à faire ça à tous les matchs, il peut faire quand même de belles choses. Il a fait un match à 12 passes décisives il y a quelques semaines face à Atlanta. Moi je trouve que c'est bien, ça m'avait marqué, et ça montre qu'il peut aussi se comporter en playmaker. Pour moi, même s'il a des failles, il est quand même plus un vrai meneur de jeu que Dennis Schroeder, un mec qui est plus capable d'organiser. Et les Celtics, même si ce sera pas la panacée d'avoir Kobe White en meneur, ils ont besoin de ça. Donc pourquoi pas peut-être même le tenter en tant que titulaire pour redécaler Marcus Smart à son poste 2 qui serait son poste naturel. Parce que Marcus Smart, autant je le trouve très important dans le dispositif des Celtics, autant en meneur de jeu c'est pas quelqu'un qui me convainc vraiment, parce que pareil, c'est pas un organisateur. Donc voilà, je dis pas que ce trade va tout révolutionner, c'est clair, mais c'est quelque chose qui peut se tenter. Bon, dans l'histoire il faut noter également la perte de Romeo Langford aussi, qui même s'il est prometteur, ben, j'ai peur qu'il se transforme un peu en éternel espoir, parce qu'il peine à percer quand même pour sa 3e saison à Boston, et de toute façon je l'ai surtout mis dans le deal pour des raisons financières, encore une fois, et ne pas payer la luxury tax. Faut noter que dans cette histoire, il y a l'arrivée de Matt Thomas, qui peut paraître anecdotique, mais finalement, les Celtics ont besoin de floor spacer. Matt Thomas, c'est un gros shooter, il fait quasiment que ça, hein, c'est un joueur qui est assez unidimensionnel, qui met des shoots de loin, donc pourquoi pas avoir un floor spacer supplémentaire à Boston. On a aussi un second tour de draft qui vient équilibrer le tout, et pour moi, dans cette histoire, l'équipe de Boston, finalement, a ce qu'elle veut financièrement, et peut se permettre d'essayer autre chose sur le terrain, sportivement, dans une saison où ça galère, et je me dis que vu comment se classe Boston pour l'instant dans les rankings NBA, ce serait pas mal de tenter autre chose. Du côté des Bulls, pareil, je me dis aussi qu'il faut bouger. On a Lonzo Ball et Alex Caruso qui vont manquer de longues semaines, parce que tous les deux sont victimes de blessures qui sont importantes, et là, avec ces deux blessures, je trouve que sur les postes arrière, il y a un vrai trou. J'ai beau aimer Ayo Dosunmu, c'est pas lui qui va porter la baraque tout le temps. Il y a besoin de joueurs plus expérimentés, surtout dans une équipe avec autant d'ambition. Là, ça se voit d'ailleurs, en quelques jours, la chute a été importante. Chicago est vite passé de la 1e à la 3e place de la conférence Est. Voilà pourquoi j'imaginerais l'arrivée de Schroeder plutôt intéressante. Il pourrait apporter du scoring, soulager un petit peu Zach LaVine sur les postes arrière, peut-être lui permettre d'aller un peu plus sur le banc et faire en sorte que l'attaque des Bulls tourne toujours. Donc ok, comme je l'ai dit, c'est pas un playmaker, mais c'est pas grave, parce que contrairement à Boston, à Chicago, on a des gars qui peuvent partager le ballon.
non. Bon, Lonzo Ball est blessé, même si c'est le principal playmaker, mais je trouve qu'on a un DeRozan, par exemple, qui dans son jeu est vraiment capable de rendre les autres meilleurs. Alors, en attendant le retour des blessés, Schroeder peut être une bonne solution de dépanne, et quand tout le monde reviendra, en playoff, l'Allemand pourra réellement apporter un plus, à mon avis, sur le banc. Pourquoi ne pas l'imaginer, d'ailleurs, retrouver son rôle de 6e homme de luxe, hein, comme il avait avant. Je pense qu'il pourrait davantage s'épanouir dans un collectif comme celui de Chicago que comme celui de Boston, parce qu'on lui demandera pas la même chose, on lui demandera surtout de faire ce qu'il sait faire à Chicago, donc pourquoi pas, et je me dis que pareil, pour les Bulls, le pari vaut le coup d'être tenté, c'est un petit peu la même chose pour Romeo Langford, même si ça changera pas la vie non plus, il va arriver pour densifier les lignes arrière, ça peut faire du bien pendant que Ball et Caruso sont blessés, et puis qui sait, lui c'est pareil, changer d'air, de passer de Boston à Chicago, pour un jeune comme lui, ça peut lui faire du bien, et pourquoi pas l'imaginer exploser. Donc voilà pourquoi moi je pense que ce trade peut être positif entre les deux équipes, et maintenant vous allez me dire ce que vous en pensez un petit peu. Ok pour ce trade, alors vous êtes 41% à penser que c'est du win-win, et ça me fait plaisir mine de rien, 41% parce que c'est ce qui a eu le maximum de voix. Après vous êtes juste un petit peu en dessous, donc 38% à penser que c'est les Bulls qui sont gagnants, et 21% à penser que c'est les Celtics. Donc ça montre encore une fois, comme je disais, qu'on a tous des avis différents hein, sur les attentes de chaque équipe et les besoins de chaque équipe et les perceptions de chaque joueur. Mais c'est plutôt cool de voir que dans l'ensemble vous êtes d'accord avec moi en pensant que ça peut être un trade cohérent, même si voilà, 38% vous êtes à penser que les Bulls sont gagnants, je le répète, 21% vous pensez que c'est les Celtics, mais 41% qui pensent du win-win, ça fait plaisir. Mon deuxième trade. Allez, le trade numéro 2, encore un petit transfert avec deux équipes qui, celui-là, implique les Timberwolves et les Pistons. Là, il n'y a rien de révolutionnaire non plus, mais ça me semble, encore une fois, avoir du sens, sinon je l'aurais pas fait de toute façon. Et dans cette histoire, on a les Wolves qui reçoivent Jerami Grant et Josh Jackson, et en échange, ils envoient à Détroit Malik Beasley, Taurean Prince et un tour de draft du premier tour. Là, actuellement, je trouve qu'on est vraiment en train de trouver un truc à Minnesota. L'équipe va quand même mieux, je trouve qu'elle commence vraiment à posséder une âme, une identité, et surtout à montrer de belles choses. L'un des soucis, par contre, pour moi, depuis le début de la saison, c'est le manque que Minnesota a au poste 4. Jared Vanderbilt, je l'aime bien, Jaden McDaniels aussi, même s'il a perdu sa place de titulaire, parce que c'est quand même essentiellement un bon défenseur, et finalement, il a plus d'impact dans la seconde unit, mais si l'équipe, à mon avis, veut faire quelque chose en playoff, il faudra mieux au poste d'ailier fort. Là, avec l'arrivée de Jerami Grant, à mon avis, ce problème est amplement comblé, et ça, c'est plutôt cool, parce que j'aime beaucoup ce que Ska peut apporter des deux côtés du terrain. Pas de doute à mon avis, si tu mets Jerami Grant à Minnesota, ça peut encore les aider à passer un step. Et pour l'occasion, en plus de ça, les Wolves, ils pourraient avoir un 5 de départ assez impressionnant. Il y aurait Patrick Beverley, il y aurait D'Angelo Russell, il y aurait Anthony Edwards, il y aurait Jerami Grant et Karl Anthony Towns. Franchement, ça peut envoyer du bois. Bien sûr, maintenant, si tu veux te créer un 5 de départ comme ça, tu peux pas avoir ça gratuitement, et il faudra, à mon avis, au moins envoyer un first aux Pistons. Donc c'est ce qu'ils font, et c'est ce que Détroit a déjà dit, de toute façon. Ils sont pas contre l'idée d'échanger Jerami Grant, mais il leur faudra soit une superstar, soit un tour de draft du premier tour. Donc là, c'est ce que j'ai mis en place, et dans l'histoire, de toute façon, pour que les salaires s'équilibrent et qu'il y ait un petit peu de valeur ajoutée, je me dis qu'il faudra aussi envoyer Malik Beasley. Là, en perdant aussi Malik Beasley, on pourrait se dire que sur le banc, ça pourrait faire un trou à Minnesota, sauf que cette saison, la vérité, c'est que Beasley galère un peu. Autant je l'ai trouvé génial la saison passée, c'était un super scoreur, autant là, depuis le début de la saison, avec les Wolves, il a une adresse un petit peu catastrophique, et son apport a plus rien à voir avec celui qu'il montrait l'année dernière. Il y a trop de déchets, je trouve, dans le jeu de Malik Beasley, dans une équipe qui veut gagner et qui a des ambitions. Dans le lot, il y a aussi Taurean Prince qui s'en va, donc là aussi, on pourrait croire que ça fait beaucoup, mais bon, pareil, Taurean Prince, cette saison, son temps de jeu est aléatoire. Il est revenu un petit peu dans la rotation ces derniers temps, mais il en avait été complètement sorti, et je me dis, croyez-moi de toute façon, qu'avec l'arrivée de Jerami Grant au poste 4, on pourrait l'oublier très vite, le Taurean Prince, surtout avec du Vanderbilt et du Jaden McDaniels qui seront derrière lui, et en plus de ça, avec un Josh Jackson qui arriverait, et qui peut tout de même apporter quelques trucs intéressants, parce que lui aussi débarquerait pour jouer au poste 3 et 4. Ça permet, au final, même en perdant Beasley et Taurean Prince, d'avoir quand même une vraie profondeur à Minnesota. Pour moi, si les Wolves veulent espérer quelque chose en playoff cette année, ce trade leur serait bénéfique. Faut juste espérer que Jerami Grant revienne bien, lui qui n'a pas joué depuis décembre parce qu'il était blessé au pouce. Là, je crois qu'il est en protocole Covid en plus, mais si on a un Grant qui revient à son meilleur niveau, à mon avis, Minnesota sera content de réaliser un trade comme ça. Pour ce qui est des Pistons, là, on est dans une toute autre vision, parce que autant Minnesota, là, je me dis, ils peuvent décrocher les playoffs, et quitte à décrocher les playoffs, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Là, à Détroit, c'est pas du tout le cas. L'équipe, c'est le deuxième pire bilan de toute la ligue, et s'ils sont là, c'est plutôt pour penser au futur. Là, ce que je disais, depuis quelques temps, Jerami Grant est absent, mais au final, ça a pas l'air de les gêner, parce qu'ils en profitent pour continuer à développer Saddiq Bey, notamment, et aussi
aussi Hamidou Diallo sur les postes 3 et 4. Alors pourquoi ne pas continuer? De toute façon, ça gagne pas de match, c'est pas l'objectif d'en gagner. Donc pourquoi ne pas continuer à développer les jeunes et d'envoyer Jeremy Grant ailleurs pour leur faire la place? Surtout si ça permet dans l'histoire de récupérer un first round. Détroit peut donc penser à l'avenir grâce à ce first round, tout en développant les jeunes cette saison. D'autant plus que là, on aurait Taurean Prince qui débarquerait avec un contrat de 13 millions expirant, donc ça pourra faire de la place cet été, donc c'est toujours bien dans une optique de reconstruction. Puis en parallèle, mine de rien, faut pas oublier Bisley non plus, même si j'ai été un petit peu critique avec lui plus tôt. Je me dis que derrière Killian Hayes et Kate Cunningham, il peut avoir pas mal de tickets shoot en sortant de banc. Il pourrait avoir des responsabilités, marquer des buckets, et de toute façon, lui, il demande que ça. Comme je disais, briller dans une équipe sans ambition immédiate, à mon avis, Bisley, il peut le faire, je pense. Sa place et son côté croqueur me dérangent un peu plus dans une équipe qui veut gagner. Mais à Détroit, il pourrait faire du bien dans l'idée de scorer. Puis faut pas oublier non plus qu'il a que 25 ans, il peut encore se développer, et ça peut être une bonne surprise pour l'avenir. De toute façon, il n'y a pas grand chose à perdre en le faisant venir. Puis ça ne marche pas, de toute façon, il suffira de ne pas activer sa team option à la fin de la saison 2022-2023. Là encore, dans un peu plus d'un an, ça libérera 15 millions supplémentaires. C'est toujours bien, ça aussi, dans une reconstruction. Mais ça vaut le coup de le tester avant, parce que sait-on jamais, je reste persuadé que c'est un joueur talentueux, et quoi qu'il en soit, c'est clairement un trade en vue du futur pour Détroit, contrairement à Minnesota. Et vu que de toute façon, il semble absolument plus compter sur Jeremy Grant et sur le présent, je pense que c'est une piste comme ça, en récupérant un pic du premier tour, qu'il faut creuser du côté des Pistons. Ok, si on fait le bilan de ce trade, là, vous êtes beaucoup moins d'accord avec moi parce que vous pensez que les Wolves sont trop gagnants. Vous êtes 74% à penser que les Wolves sont gagnants, 23% à penser que c'est des win-win, et 3% à penser que ce sont les Pistons qui gagnent. Donc effectivement, peut-être que j'ai sous-estimé la valeur de Jeremy Grant. Peut-être qu'il y aura des équipes qui offriront plus contre Jeremy Grant. Moi, je pense pas, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il a une plus grosse valeur que ce que j'imagine. Et peut-être effectivement qu'il faudrait rajouter un pick du côté des Wolves. Alors après, donner 2 firsts, à mon avis, ce sera trop. Peut-être que s'il y a de la concurrence, il faudra lâcher un petit peu plus du côté des Timberwolves. Et c'est pour ça que je pense que vous voyez les Timberwolves gagnants. Et peut-être effectivement que les Pistons recevront plus contre Jeremy Grant. Donc voilà, en tout cas, peut-être que celui-là, il faudrait le réfléchir justement en faisant une offre un petit peu plus conséquente de la part de Minnesota. Je répète, 74% à penser que Minnesota est gagnant, mais 23% quand même à penser que c'est du win-win, parce que, mine de rien, Détroit peut penser à l'avenir avec ça, et Malik Beasley peut apporter quand même des belles choses, et ce premier tour de draft, qui est potentiellement un lottery pick, ou pas loin, du côté de Minnesota, peut aussi avoir de la valeur, mine de rien, dans une telle transaction. Mon troisième trade. Donc ce trade numéro 3, là ça y est, je vois que vous commencez à être un petit peu chaud, du coup je me lance dans un trade à 3 équipes, le premier pour aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, c'est un transfert qui implique les Lakers, les Mavericks et les Pacers. Dans l'histoire, les Lakers reçoivent Justin Holiday et Dorian Finney-Smith en échange de Ken Bazemore et Talen Horton-Tucker. Les Mavericks, eux, reçoivent Miles Turner et Ken Bazemore en échange de Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, un first et un second. Et les Pacers, eux, reçoivent Dwight Powell, Talen Horton-Tucker, un first et un second, en échange de Miles Turner et Justin Holiday. À Los Angeles, ça a été annoncé, on a Talen Horton-Tucker qui est sur la liste des transferts. Le mec met des points, c'est sûr, il est jeune, il est talentueux, il a du potentiel, mais malgré quelques qualités en défense, je trouve qu'il peine quand même à avoir un impact de ce côté-là de façon constante. Et surtout que son adresse de loin, dans une équipe qui a beaucoup besoin de spacing, elle est vraiment pas à la hauteur cette saison. On a un Malik Monk, par exemple, depuis qu'il est dans le 5, je trouve qu'il apporte beaucoup plus dans ce secteur-là. De toute façon, ce qu'il faut à ces Lakers, c'est assez simple. Il faut de la défense, notamment au périmètre, parce que l'équipe, elle peine dans ce domaine, cette année, et du shoot, pour donner la place dans la raquette à des mecs comme LeBron James et Russell Westbrook, voire même Anthony Davis quand il reviendra. Là, ce qu'on voit chez les Lakers, c'est que soir après soir, ils se font bouffer défensivement. Ok, AD va revenir, normalement demain ou après-demain, en tout cas en début de semaine, là, mais il pourra pas tout faire, notamment au périmètre. Là, on a Justin Holiday et Dorian Finney-Smith qui sont des spécialistes du domaine, donc c'est des bons défenseurs au périmètre et les deux shootent bien, donc ça fera du bien à ces Lakers, j'en suis sûr. C'est des deux gars qui tournent à plus de 10 points par match, qui défendent dur et qui shootent au moins à 37% de loin. Donc tout ça, franchement, ça correspond bien à ce que les Lakers recherchent à mon avis. En plus de ça, ils sont pas trop chers, donc c'est intéressant. Alors ok, c'est relou de perdre un THT qui a seulement 21 ans et qui a du potentiel, mais je trouve que Holiday et Finney-Smith rempliront bien mieux les besoins des Lakers actuels, surtout si l'équipe veut aller loin dès cette année. Ce qui est dommage en fait, c'est que Bazemore, il avait le profil un petit peu pour les combler ses besoins, mais à LA, là depuis le début de saison, Bazemore il semble n'être plus que l'ombre de lui-même, donc il fait donc partie du deal et il irait direction des Mavericks pour laisser leur chance à Justin Holiday et Dorian Finney-Smith d'apporter aux Lakers ce dont ils ont besoin. Mais revenons aux Mavericks maintenant, la deuxième équipe de ce trade, je veux en parler.
Parce que l'arrivée principale chez eux, ce serait pas Bazemore, dont je viens de parler, évidemment, ce serait plutôt Miles Turner. Réussir à récupérer à Dallas un rim protector comme Miles Turner, sans lâcher Jalen Brunson, je suis sûr que Mark Cuban, s'il avait cette occasion, il signerait des deux mains. Surtout que Miles Turner, même si je suis toujours pas convaincu par le fait qu'il est un méga défenseur, et même s'il est très souvent blessé, ça aussi il faut le préciser, il faut pas oublier que ça reste un rim protector élite, qui chaque année est limite le meilleur contreur de la NBA, ou pas loin de toute façon. Mais c'est aussi un gars qui peut stretch de plus en plus. Les Mavs n'ont jamais caché de toute façon qu'ils étaient intéressés par Miles Turner, et je pense que l'associer à Porzingis, avec deux mecs qui peuvent mettre des contres, mais qui peuvent aussi écarter le jeu en attaque, ça pourrait permettre à Doncic d'avoir encore plus de place dans la raquette et de s'éclater encore plus, et de profiter à fond des espaces qui seraient laissés dans la peinture. La plus-value serait énorme, comparé à un Dwight Powell qui lui partirait aux Pacers, surtout que derrière Turner, il y aurait encore du monde sur le poste 5, il y aurait Boban Marjanovic, il y aurait Maxi Kleber ou encore Marquis Chris qui est arrivé il y a pas longtemps, les rotations sont là. Donc forcément, pour avoir ça, il faut bien lâcher un tour de draft, un first et un second, ça me semble le minimum, et ça pourrait permettre aux Pacers de lâcher Turner aux Mavericks et Holiday aux Lakers. Et on va finir par les Pacers. Là, on est quand même dans la reconstruction, comme annoncé. Alors, pas forcément une reconstruction totale, mais on a des joueurs comme Miles Turner qui sont sur le bloc. De toute façon, j'ai l'impression que Miles Turner, à Indiana, il est limite sur la liste des transferts depuis qu'il a été drafté. J'abuse un peu, mais on n'est pas loin de ça. À chaque fois qu'il y a une deadline, à chaque fois qu'il y a un mercato estival, on entend parler de Miles Turner dans les rumeurs. Et c'est vrai, en même temps, que sa cohabitation avec Domantas Sabonis n'a jamais été folle. Et je trouve que à chaque fois que Turner est absent sur blessure, et ça arrive souvent, on a un Domantas Sabonis qui augmente son niveau de jeu et qui est bien meilleur en fait quand Turner est pas là. De toute façon, à Indiana, ça a été annoncé, pour Miles Turner, le prix il est clair, il faut un premier tour de draft et un jeune prometteur. Avec Talen Horton-Tucker et le first des Mavs, c'est exactement ce qu'ils obtiendraient. Donc le prix demandé, là il serait payé. Puis ce qui est intéressant, c'est que les Pacers ont plus de temps que les Lakers pour développer un Talen Horton-Tucker. Parce que là, les Lakers, comme je disais, eux ils veulent gagner cette année et ils n'ont pas le temps d'attendre qu'il se développe. À Indiana, si on part dans une idée comme ça, Talen Horton-Tucker peut être utile dans les années à venir. On a aussi un Dwight Powell qui débarquerait aussi pour apporter une rotation supplémentaire dans la raquette. Ça peut être un pivot backup correct derrière Sabonis, si on donne le poste 5 à Domantas Sabonis. De toute façon, on a des joueurs qui sont déjà dans des joueurs des Pacers, enfin une équipe des Pacers qui est déjà dans les bas-fonds de la conférence Est. Leur saison est déjà limite foutue. Donc dans l'histoire, je me dis, Talen Horton-Tucker et le first, ça peut leur permettre au moins de mieux envisager la saison prochaine. Et visiblement, de toute façon, c'est bien la vision que le front office d'Indiana veut prendre actuellement. Si on fait le bilan concernant ce trade à 3 équipes, bon là-dessus je fais un petit peu plus l'unanimité qu'avec le trade précédent, même si je le répète, je pensais que le trade précédent, c'est ce qu'ils cherchaient un petit peu les Pistons, en récupérant un first et un joueur un peu prometteur, ou au moins avec du talent comme Malik Beasley. Faudra voir ce que donne la concurrence, mais là en tout cas vous êtes plus d'accord avec moi concernant le fait que ce trade est win-win, et win-win-win même pour les 3 équipes, vu que vous êtes 60% à valider ça. Sinon vous êtes 20% à penser que les Mavericks sont trop gagnants, vous êtes 16% à penser que les Pacers sont trop gagnants et seulement 4% à penser que c'est les Lakers les grands gagnants. Donc pour vous, le trade, et en même temps, ça se comprend, c'est pour Dallas qu'il est le plus avantageux dans la mesure où c'est eux qui récupèrent le plus gros joueur avec Miles Turner, mais mine de rien, il lâche pas mal contre Turner, mais bon, ça fait partie du jeu. Et voilà, moi ce que je retiendrai, c'est mine de rien, c'est que pour l'instant, au niveau des votes en win-win, c'est le trade que vous avez préféré jusque-là. Mon 4e trade. Donc ce trade numéro 4, il va falloir me pardonner, mais c'est mon gros kiff personnel, c'est ma grosse dinguerie, et c'est le truc que j'avais envie de proposer, même si j'avoue que j'y crois pas des masses, mais bon, on est sur les trades que j'aimerais voir, et ça c'est quelque chose que je kifferais, vraiment que je kifferais. Pourtant je suis ni fan des Knicks ni fan des Pelicans, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Avec l'arrivée de Cam Reddish à New York, pour rejoindre R.J. Barrett, on parle de plus en plus de faire venir Zion pour réunir le trio d'anciens Dukies. Voilà pourquoi j'ai voulu organiser, essayer de voir comment c'était possible, un trade entre les Pelicans et les Knicks. Donc pour faire ça, à la Nouvelle-Orléans, on recevrait Julius Randle, Obi Toppin, Immanuel Quickley, Miles McBride et 3 tours de draft, 2 first et un second. Et en échange, on enverrait Zion Williamson, Willy Hernan Gomez, Garrett Temple et Thomas Satoransky qui, eux, iraient vers les Knicks. Notons que le trade pourrait pas se faire, c'est ce que je vous ai noté en bas à droite, avant le 3 février, à cause de la prolongation de contrat de Randle qui a été signé en août dernier.
Bon, maintenant, il va falloir que je vous explique ce méga chantier. À la Nouvelle-Orléans, la situation Zion, de toute façon, on va pas le cacher, elle est compliquée. J'avais fait une vidéo un peu pour parler de ça il y a quelques semaines, et c'est clair et net que pour l'instant, cette situation, elle est très floue. Alors qu'il devait être la pièce maîtresse qui porte l'équipe vers les sommets, alors que l'an dernier, il a montré d'excellentes choses, qu'il a été All-Star, cette saison, c'est l'interrogation et l'inconnu total. On entend tout plein de choses, il a pris énormément de poids, de ce qui se dit, il dépasserait même les 150 kilos sur la balance, et ses difficultés pour se remettre en forme, ça lui permet pas de se rééduquer, quoi. Donc quand on a une blessure au pied et un poids pareil avec un jeu aussi explosif, c'est clair que c'est compliqué de se remettre d'une telle blessure. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que Zion est absent jusqu'à nouvel ordre, alors qu'au début, on repoussait un petit peu son retour mois après mois. Pour l'instant, on parle même de le faire rater toute la saison, donc ça pourrait durer. Et le pire encore, c'est qu'en ce moment, il y a tout plein de rumeurs qui disent que actuellement, il ne se préoccupe absolument pas de son hygiène de vie. C'est peut-être parce qu'il se plaît pas à la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a son clan qui a déjà fait des déclarations inquiétantes à ce propos. Ça, je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais en tout cas, c'est ce qui se dit à certains endroits. Moi, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une crainte, et il peut y avoir une peur du côté de Nola. Et une peur qu'en 2023, quand son contrat arrivera à terme, et 2023, s'il joue pas de la saison, il ne restera plus qu'une seule saison pour lui, et bien il pourrait très bien décider d'aller voir ailleurs. Et il laisserait les Pels le bec dans l'eau. C'est le moins qu'on puisse dire, si vous me pardonnez l'expression. Donc, est-ce qu'il serait pas temps, à la Nouvelle-Orléans, d'essayer, tant qu'il a une grosse valeur, avant que sa valeur ne descende potentiellement trop, s'il joue pas, d'obtenir la meilleure contrepartie possible contre lui, avant qu'il s'en aille sans rien, potentiellement, dans un peu plus d'un an. Là, mine de rien, en lâchant Zion, il recevrait quand même 2 pics pour les 2 drafts à venir, donc 2 premiers tours, même, pour les 2 drafts à venir, le pic 2022 d'Enix et le pic 2023 de Dallas, et celui de 2022 d'Enix, en plus, il pourrait être dans la loterie, c'est pas n'importe quoi. Ils reçoivent aussi un second tour qui est plus anecdotique, mais aussi 3 jeunes qui pourraient être prometteurs, avec Obi Toppin, Emmanuel Quickley et Miles McBride. Donc pour réfléchir à l'avenir, ça, finalement, ça fait déjà un package qui est pas trop mal. Puisqu'il faut se dire aussi, c'est que même si ça paraît chaud d'accrocher le play-in cette saison, rien n'est perdu encore. Et mine de rien, la venue d'un Julius Randle, dans un profil un petit peu à la Zion, dans son rôle de poste 4 hyper costaud, même si c'est quand même pas tout à fait le même genre de joueur, c'est un profil qui peut avoir des similitudes, ça pourrait faire beaucoup de bien, je pense. S'il retrouve son niveau de l'an dernier, qu'il avait au Knicks, il y a moyen que les Pels chopent quelques wins en plus, surtout qu'il connaît la maison. Ce sera toujours mieux d'avoir un Randle qui connaît la maison, et plutôt qu'un Zion qui est à l'infirmerie et qui joue pas du tout. Là, c'est flagrant. Si les Pelicans sont pas en play-in, c'est qu'on a un Brandon Ingram qui est trop seul, il a besoin d'aide, c'est évident. Donc Randle peut jouer ce rôle-là, de faire une espèce de one-two punch avec Ingram, qui ferait du bien aux Pels, et qui pourrait leur permettre de eux seuls toute la fin de saison pour accrocher cette 10e place synonyme de play-in. Du coup, je me dis que pour le présent, c'est pas si mal de faire un tel trade, vu qu'on a un Zion qui joue pas, et pour le futur aussi, en récupérant tous ses assets, surtout si Williamson décide de se barrer en 2023. Du côté des Knicks, par contre, on est d'accord, c'est hyper risqué. Là, les New-Yorkais se lanceraient clairement dans un mode qui tout double, un mode gamble à fond, et c'est pour ça que je pense que c'est difficilement réalisable. Parce que là, ils perdraient non seulement leur franchise player, avec Julius Randle, leur franchise player actuel, qui leur a fait faire vivre cette super saison l'année dernière, mais aussi une bonne partie de leurs assets et de leurs futurs picks. Et à New York, on a tellement fait d'erreurs un petit peu comme ça dans le passé que je suis pas tout à fait sûr que les dirigeants aimeraient se mouiller dans ce sens. Si Zion s'avère être un flop, qui se remet jamais de sa blessure, ça peut faire très mal du côté des New-Yorkais. Mais bon, là aussi je me dis que en ce moment, chez les Knicks, ça va pas. On a un Madison Square Garden qui passe son temps à huer Julius Randle. Là, le divorce a l'air de plus en plus important entre Randle et le public new-yorkais. On a des Knicks qui perdent beaucoup, une ambiance qui semble pas au top, franchement, entre les joueurs, j'ai l'impression que c'est tendu, le body language d'Enix c'est pas bon, tout le monde regarde un petit peu ses pieds, et en parallèle, c'est pas un secret, depuis sa draft, les fans à New York rêvent de Zion Williamson. Donc s'il y a une occasion qui se présente pour le choper, pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout et la saisir cette occasion? Surtout qu'en l'état, Williamson, il arriverait justement dans le gros marché qui apparemment il voudrait selon sa famille et selon son clan. En plus de ça, il rejoindrait ses potes là qui étaient à Duke avec lui. Le contexte, il pourrait être hyper favorable pour lui. Ça pourrait le motiver à changer son hygiène de vie pour essayer de revenir au plus vite à la compétition, pour accéder à un contexte qui lui plairait potentiellement plus et dans lequel il se sentirait mieux. Si
dans ce contexte, il arrive à devenir le joueur générationnel que tout le monde attend. Ok, les Knicks se seront dépouillés au niveau des tours de draft et des jeunes, mais le jeu en aura clairement valu la chandelle, parce que Zion Williamson, vraiment, je le dis, ça peut être un joueur qui finira au Hall of Fame hein, s'il tient toutes ses promesses. Donc si en plus de ça, là on peut aller dans l'optimisme à fond, il arrive à New York, il perd du poids, il se remet à fond, et il arrive à revenir dès cette saison, ça peut vraiment permettre aux New-Yorkais de redresser la barre. Surtout que dans l'histoire, il récupérerait aussi, et ça, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai parlé que de l'arrivée de Zion Williamson, mais il récupérerait aussi Garrett Temple et Thomas Satoransky. Donc deux meneurs expérimentés, et quand on voit comment ça manque de playmaking chez les Knicks, parce qu'ils ont aucun vrai meneur, surtout que Kemba Walker pour l'instant, soit il est blessé, soit il est sorti de la rotation, et de toute façon c'est plutôt un meneur-scoreur, je me dis que la science du jeu, le QI basket, et le côté organisationnel de ces deux gars, Temple et Satoransky, même si forcément c'est pas des All-Stars, ça pourra quand même faire du bien dans la circulation du ballon. En parallèle, il y a aussi Willian Gomez qui débarquerait pour apporter du combat dans la raquette, ça pourra plaire à Tom Thibodeau, parce que Taj Gibson je l'aime bien, mais je trouve que souvent, même s'il apporte des choses bien, et qu'il a un côté guerrier et âme de l'équipe et muse de Tom Thibodeau, je trouve que notamment quand Noel et Mitchell Robinson sont blessés, et ça arrive souvent, on a un Taj Gibson qui est trop responsabilisé, donc Willian Gomez pourrait faire du bien dans ce sens. Donc voilà, si on fait le bilan, je le répète, c'est mon pari complètement fou, je suis pas sûr moi-même d'y croire, et rien ne dit que même pour autant d'assets, de toute façon, les Pels voudront lâcher Zion. Mais si ce dernier ne veut pas signer, et vu l'ambiance actuelle chez les Knicks autour de Randle, je me dis que si les astres s'alignent bien, les deux teams pourraient se retrouver gagnantes avec un tel trade. Si on fait le bilan, vous êtes 43% à penser que ce sont les Knicks les grands gagnants de ce trade, mais ce qui est assez rigolo, c'est que bon, vous êtes que 20% à penser que c'est du win-win, donc pour l'instant, personne valide ce trade, mais là je le vois dans le chat, il y a des disputes dans tous les sens. En fait, c'est très serré, parce que 43% vous pensez que ce sont les Knicks qui gagnent, et 37%, donc juste en dessous, vous pensez que ce sont les Pelicans qui gagnent. Et en fait, tout dépend vraiment, et ça je le vois dans le chat, de la notion et des espoirs qu'on a en Zion Williamson. Certains croient encore que c'est un joueur générationnel, donc vous pensez que ce sont les Knicks qui gagnent, d'autres ne croient complètement plus en lui et pensent que son avenir est foutu, et vous pensez que ce sont les Pels qui gagnent en récupérant tout ce talent. Donc mine de rien, même si vous êtes que 20% à penser que c'est un trade win-win, ben je me dis que c'est au moins un trade qui fait parler, c'est un trade qui fait discuter, qui fait débat, et qui finalement, bah, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et je m'y attendais qu'il allait y avoir des avis très divergents sur ce trade, et si vous êtes quasiment autant à penser que les Pels sont gagnants que les Knicks sont gagnants, c'est peut-être au final qu'on n'est pas loin du win-win. Mon cinquième trade... Mon trade numéro 5 est quand même beaucoup moins provocateur. Désolé les fans des Knicks si je vous ai froissé, mais là on va se calmer un petit peu là avec un trade qui est beaucoup moins bling bling entre les Cavs et les Rockets, mais qui peut quand même me sembler intéressant. C'est un trade qui enverrait Eric Gordon et John Wall à Cleveland en échange de Kevin Love, de Ricky Rubio blessé et de Colin Sexton blessé. Du côté de Cleveland, là l'intérêt me semble flagrant. En fait cette saison l'équipe fonctionne très bien et surprend vraiment tout son monde en se classant 5ème de la conférence Est à l'heure où je fais ce live. Le souci c'est qu'avec les blessures de Colin Sexton et Ricky Rubio, qui ne reviendront malheureusement pas cette saison, on a un Darius Garland, même si je le trouve excellent, même si je le trouve très fort, qui se retrouve quand même bien seul sur les postes arrière. Et si les Cavs, à mon avis, veulent passer un tour de playoff, et ils en ont potentiellement le potentiel, je sais pas si ça se dit ça risque d'être trop juste. Du coup, je me dis que récupérer Gordon et Wall ira dans ce sens. Gordon, en vrai, je vais commencer par lui, parce que Gordon, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et pour moi, ce serait peut-être la pièce la plus importante de ce transfert. Cette saison, chez les Rockets, il est le seul gars, à mon avis, qui joue propre, qui est efficace. Ses blessures, là, elles semblent être derrière lui, il est enclin à attaquer le cercle, beaucoup plus qu'avant, ses pourcentages sont excellents, et vraiment, je trouve qu'il a un jeu très juste, très juste. De plus, je trouve que son comportement est irréprochable dans cette équipe qui est en reconstruction, et enfin, il perd énormément de matchs, il arrive en fin de carrière, il pourrait avoir envie de gagner, et on est sûr qu'il pourrait apporter pas mal de choses à pas mal de contenders. Et pourtant, il dit rien, et pourtant, il continue à former les jeunes, et pour tout ça, respect, à mon avis, il mérite de jouer dans une équipe qui a un minimum d'ambition, qui compte vraiment sur lui, et les Cavs peuvent être cette équipe, à mon avis. En parallèle, c'est sûr que l'arrivée de John Wall est risquée, entre guillemets. Son contrat est incroyablement énorme, et ça peut vite être un boulet s'il retrouve pas son niveau. N'empêche que bon, ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il y a 3 ans, c'était quand même l'un des meilleurs meneurs de la ligue. C'était un playmaker super gifté, qui savait faire jouer les autres, et qui faisait le bonheur de tout le monde. C'est pas par hasard s'il a signé un tel contrat. S'il retrouve ne serait-ce que 50% de ses qualités, tout en se mettant en tête de ne pas trop croquer, comme il l'a fait un petit peu à Houston l'an dernier, il peut faire énormément de bien à ses Cavs en sortie de banc, derrière
Garland par exemple, ou pourquoi pas imaginer les associer au poste 1 et 2, il y a tout plein de solutions possibles de toute façon si Wall retrouve au moins un minimum son niveau. Et puis voilà, on parle quand même beaucoup du contrat de Wall, qui est important. Actuellement, les Cavs de toute façon, ils ont un contrat de Kevin Love qui, ok, est pas aussi gros que celui de Wall, mais les bloque déjà, donc autant avoir un joueur dont ils ont plus besoin que Kevin Love pour ce prix-là, même si je le répète, un Wall a quand même un contrat plus gros. Surtout que moi je me dis, en plus de ça, John Wall l'année dernière à Houston, il s'était plaint de pas avoir assez de grands avec du talent en tout cas, avec laquelle il pouvait jouer le pick and roll, parce que c'est dans ces situations qu'il excelle. À Cleveland, le pick and roll, avec des mecs comme Evan Mobley, comme Lauri Markkanen en pick and pop, ou comme Jarrett Allen, qui lui peut être super bon en roll, il va être servi. Et puis même, si jamais John Wall ça marche pas, peu importe, il sera libre dans 2 ans, là, donc du coup en 2023, et ce qu'il apportera, ce sera toujours mieux que Sexton et que Rubio, qui eux sont de toute façon absents jusqu'à la fin de la saison. Donc je parle pas d'un Rubio ou d'un Sexton en début de saison, hein, je parle d'un Sexton et d'un Rubio maintenant, qui de toute façon ne peuvent plus jouer, et qui en plus de ça, pourraient partir en tant que free agent cet été, parce que Rubio sera en fin de contrat, Sexton aussi, et il a refusé en plus une prolongation, donc ça donne pas l'impression qu'il veut rester chez les Cavs, Colin Sexton. Donc au final, si on fait ça, on a 2 joueurs blessés qui pourraient ne pas re-signer. La seule perte vraiment importante pour Cleveland, ce serait Kevin Love, avec son contrat énorme. C'est vrai que Kevin Love, il apporte des bonnes choses en sortie de banc, mais vu le nombre d'intérieurs qu'il y a à Cleveland, et les manques qu'il y a sur les postes arrière, je me dis que son départ pourrait être vite oublié, si on a 2 joueurs qui sont plus utiles dans le collectif, et si on veut avoir des ambitions avec eux. Du côté de Houston, la vision est totalement différente. En fait, là, c'est surtout l'occasion de se débarrasser de joueurs sur lesquels on ne compte absolument pas, vu que chez les Rockets, on veut développer les jeunes. Et de toute façon, ils le cachent pas non plus, c'est aussi pour ça qu'ils ne le font plus jouer. Ils veulent surtout se débarrasser de l'énorme contrat de John Wall, parce que s'ils le font jouer, ça empêche le développement de gars comme Kevin Porter Jr. ou comme Jalen Green. Donc ok, là, il y aurait Kevin Love qui débarquerait lui aussi avec un contrat qui est assez big, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais mine de rien, il représente 13 millions de moins que celui de Wall. Et je me dis qu'en termes de personnalité, à Houston, un Kevin Love fitera bien mieux qu'un John Wall, pour donner l'exemple aux jeunes. Le voir prendre par exemple un Alperen Sengun sous son aile, ça peut être cool. Donc après, Rubio, je me dis, ça me fait un petit peu mal au cœur. C'est triste pour lui de le voir encore partir dans une autre équipe, d'être bazardé d'équipe en NBA. Mais c'est pas de sa faute, c'est qu'il était très bon, mais là il s'est fait les croiser, il arrive en fin de contrat, et ça peut être une pièce intéressante pour les Rockets, parce que ça leur permet de libérer 18 millions pour cet été. Maintenant, voilà, il y a l'arrivée de Colin Sexton chez les Rockets qui peut être intéressante. S'il veut bien re-signer en fin de saison, ça c'est l'incertitude. S'il trouve une entente avec les Rockets, il peut quand même apporter son talent dans les années futures au poste 2, ou même au poste 1, en tout cas en tant que combo guard. Même s'il y a déjà pas mal de gars prometteurs sur les lignes arrière à Houston, même si en vrai, moi je crois pas trop en Kevin Porter Jr., mais bon, ça c'est mon avis. À mon avis, il est un peu trop croqueur. Je crois un peu plus en Colin Sexton par exemple. Ce que je retiendrai quand même avant tout pour les Rockets, c'est que c'est surtout une grosse opportunité de se débarrasser de John Wall. C'est le principal, tandis qu'on a des Cavaliers, eux, qui obtiennent une plus-value immédiate dans un secteur qui leur fait défaut pour essayer d'aller le plus loin possible cette année. En tout cas, si on fait le bilan de ce trade, ce qui gagne, vous pensez quand même à 41% que c'est du win-win. Après, vous êtes 36% à penser que c'est les Rockets qui gagnent parce qu'ils se débarrassent de John Wall et de son gros contrat, et 23% à penser que ce sont les Cavs qui gagnent, parce que vous dites que si jamais John Wall, c'est ce que je disais un peu, même si c'est risqué en termes de personnalité et de mentalité, retrouve ne serait-ce qu'une partie de son jeu d'avant ses grosses blessures, Cleveland peut vraiment très bien s'en sortir. En tout cas, ce que vous dites pour les principaux acteurs du win-win, ça me rejoint que Eric Gordon pourrait être une très belle arrivée chez les Cavaliers, et pour moi, je le répète, c'est presque la pièce essentielle dans un trade comme ça. Au pire, John Wall, il cirera le banc à Cleveland s'il veut pas fitter dans cette équipe, et ça m'ira très bien. Et Eric Gordon, à mon avis, fera beaucoup de bien à Cleveland. D'un autre côté, aux Rockets, Ricky Rubio, je pense qu'il mettra même pas les pieds à Houston, il sera coupé dès son arrivée, vu que de toute façon, il est free agent et il est blessé. Donc la principale idée pour Houston, effectivement, c'est d'avoir un petit peu moins en contrat, avoir un contrat expirant avec Rubio, et peut-être essayer de faire quelque chose avec Colin Sexton pour le futur. Donc ouais, c'est pas quelque chose qui changera le visage de la ligue. J'en ai vu qui parlaient d'un trade lose-lose, je peux entendre ça, même si c'est sévère. En tout cas, ça peut être un pari à tenter pour Cleveland, et une bonne idée pour Houston, au moins d'un point de vue financier. Mon 6e trade.
Je vous présente mon trade numéro 6, le dernier de la journée, un trade qui implique 3 équipes et qui je pense vous attendez tous, que vous attendiez tous, je l'ai vu dans le chat parce qu'il implique Ben Simmons et vous vouliez tous voir Ben Simmons transféré, même si là de toute façon il y a un Daryl Morey qui souffle un peu le chaud et le froid, on sait pas trop ce qu'il veut, là aux dernières rumeurs il pourrait attendre cet été pour le transférer, mais on verra. Moi j'ai eu envie d'imaginer forcément un trade avec Ben Simmons qui correspond un petit peu avec les rumeurs qu'on entend actuellement, en tout cas à d'autres rumeurs que celles que Daryl Morey attendrait cet été. Donc ce deal, il impliquerait les Sixers bien sûr, mais aussi les Spurs et le Thunder, qui est toujours là dans les bons coups, on en parlera tout à l'heure. Donc les Sixers recevraient Dejounte Murray et Tadeusz Young, en échange de Ben Simmons, Tobias Harris et un first round. Les Spurs recevraient Ben Simmons et Derek Favors, en échange de Dejounte Murray, Tad Young, Lonnie Walker et Josh Primo. Et le Thunder recevrait Tobias Harris, Walker, Primo et un first en échange de Favors seulement. Bon, à première vue, c'est clair et net, on voit des Sixers qui lâchent beaucoup trop. Et ça va pas du tout dans le sens de ce que disait Daryl Morey au début. Le mec est hyper exigeant, il veut une très grosse contrepartie contre Ben Simmons. Alors pourquoi il accepterait une offre comme ça? Bah franchement, moi je sais pas trop. Et pourtant, pourquoi pas, je me dis, je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a d'autres rumeurs qui diraient qu'actuellement, il serait en train justement de baisser ses exigences, parce qu'il est en train de voir le niveau que pouvait atteindre Joel Embiid, un niveau de MVP clairement, hein, on va pas le cacher. Et là il peut se dire que c'est quand même vraiment dommage de gâcher le prime d'un pivot comme Joel Embiid, qui est énorme, sans bien l'entourer, alors qu'il a un Ben Simmons avec qui il peut avoir une contrepartie, même si elle est pas à la hauteur de ce qu'il aurait voulu au début, ce serait dommage de pas lui apporter des pièces qui peuvent l'aider. Et là, pourquoi ne pas faire venir Dejounte Murray, qui pour moi apporterait tout ce qui manque aux Sixers? Il a de la polyvalence, il a de la défense extérieure et il a du playmaking. Et là pour moi c'est vraiment ces 3 domaines dans lesquels pêchent les Sixers cette saison. C'est moins fort que Simmons, c'est sûr, à première vue, Dejounte Murray, même s'il fait une breakout season, hein, et qu'il est excellent, mais bon, là on a un Simmons qui ne veut pas jouer, donc ce sera forcément une plus-value d'ajouter un joueur comme Dejounte Murray, un joueur qui est fantomatique. Donc tout ça, ça pourrait lui plaire à Morey, et encore plus si dans l'histoire, il peut se débarrasser du contrat de Tobias Harris. On a envie de dire qu'il a une bonne valeur, Tobias Harris, mais le problème c'est qu'il a un contrat énorme, et ça, Morey, il l'a dit plusieurs fois, il a vraiment très envie d'inclure Tobias Harris dans un deal de Simmons pour libérer de l'argent, et peut-être faire un gros coup cet été, j'en parlerai juste après. Et puis si on revient à Toby, cette saison, c'est plus le joueur qu'il était la saison précédente. Il faut pas le cacher, il a beaucoup moins d'impact, et il semble presque avoir fait son temps à Philadelphie. En parallèle, Morey l'a dit, de toute façon, il aura, je le répète, mais il aura beaucoup plus de facilité à appuyer sur la gâchette s'il peut se débarrasser de son contrat en même temps que Simmons. Le mec, ouais, c'est ce que je disais, il veut faire un gros coup cet été, il veut tenter sa chance avec des joueurs comme James Harden ou Bradley Beal, mais pour ça, il faudra avoir de l'argent libre. Et il pourra pas le faire s'il a encore le contrat d'Harris sur le dos. Donc c'est peut-être à ça qu'il pense dans cette idée, en se disant, si je peux me débarrasser d'Harris, je vais être moins exigeant sur Simmons, je vais essayer d'avoir une contrepartie qui m'intéresse, même si elle sera moins haute que celle que je voulais au début, et cet été, all-in pour essayer de faire un gros joueur, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, au moins il s'en sera donné les moyens. Donc let's go, je me dis, de toute façon, dans le cadre d'un deal de Simmons, Philadelphie, au vu de la situation, sera forcément perdant, mais en récupérant un très bon talent comme Murray, mais aussi un homme à tout faire, vétéran comme Tadeusz Young, qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est vraiment un joueur très intelligent, très polyvalent, qui peut faire le sale boulot, qui peut faire les petites choses, qui peut vraiment s'intégrer dans un collectif, et qui fera très bien ça, je pense, au poste 4, à côté de Joel Embiid. Ça pourrait être bien, surtout en apportant cette flexibilité financière pour l'été prochain. Je me dis que ça limite la casse pour le présent, mais aussi potentiellement pour le futur, en fonction de ce qui sera fait cette intersaison. Du côté de Philadelphie. Du côté de San Antonio, Greg Popovich l'a jamais caché, il est juste super fan, mais super fan de Ben Simmons, parce que Ben Simmons c'est un joueur hyper collectif, un mec qui est potentiellement top 5 des meilleurs défenseur de la ligue, qui présente vraiment toutes les qualités, je pense, pour se fondre comme il faut dans le Spurs basketball, et mis à part le shoot extérieur, et encore c'est pas non plus la spécialité de Dejounte, tout ce que Murray apporte, Simmons peut l'apporter limite x5, bon j'exagère un peu quand je dis x5, mais il y a de ça. De plus je me dis que aux Spurs, Simmons aurait enfin son équipe comme il le désiré, comme il a toujours dit qu'il voulait le faire. Là, ça a toujours été un peu compliqué, j'ai l'impression, au niveau de son ego, d'être dans l'ombre de Joel Embiid. Là, à San Antonio, lui, il aurait les clés. Avec un coach comme Pop, en plus, il pourrait vraiment se sentir soutenu, se sentir en confiance, parce que Pop, il s'en fout que le joueur marque beaucoup de points et prenne tous les shoots. Si Simmons joue son jeu collectif et arrive à être un facilitateur qui défend dur, ça plaira énormément aux Spurs. Pour moi, en fait, le fit Ben Simmons-San Antonio, c'est l'un des mieux qui puisse exister pour Ben Simmons.
Et même si j'aime beaucoup Dejounte Murray, Simmons a bien plus le profil de futur franchise player qui peut vraiment changer l'équipe que ce que Dejounte il a. Après, pour conclure le deal, forcément, faudra lâcher un peu plus, faudra se débarrasser, bon, de Tadeusz Young, mais ça c'est pas grave, parce que Popovich le fait pas jouer, mais aussi de Lonnie Walker et de Josh Primo. Donc eux, c'est des jeunes à potentiel, faut les lâcher notamment pour des questions de salaire, et c'est dommage, hein, parce qu'ils sont prometteurs, mais je me dis que c'est pas grave, il y en a d'autres des jeunes prometteurs aux Spurs. On a un Devin Vassell et un Keldon Johnson, qui sont plus ou moins capables d'utiliser les mêmes postes que Primo et Walker, et qui pour moi ont déjà montré plus de choses. À mon avis, c'est à eux qu'il faut faire de la place, donc c'est pas si grave de perdre ces deux-là en plus du côté des Spurs. Quoi qu'il arrive, il en restera du talent et du potentiel. Là, ils ont une occasion de choper un All-Star, elle peut être là, et à mon avis, si elle se présente à ce prix, ça m'étonnerait que Pop veuille la laisser passer, notamment avec un joueur qui kiffe autant que Ben Simmons. Et enfin, voici pour moi le grand gagnant de cette histoire, le Thunder, qui est toujours là pour jouer les bons coups. Si vous voulez vous débarrasser d'un contrat qui vous gêne, eh ben, vous leur donnez un first au Thunder, et vous mettez n'importe qui vous voulez, quel que soit son contrat, et à mon avis, Sam Presti y prendra. Donc là, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont un énorme contrat avec celui d'Harris, ils ont des jeunes potentiellement prometteurs avec Walker et Primo, et en plus de ça, ils récupèrent un first en contrepartie d'absorber le contrat de Tobias Harris. Donc voilà, c'est ce qu'il veut. Les connaissants, de toute façon, en plus de ça, ils sont très bien capables de mettre en valeur Tobias Harris, lui faire vraiment reprendre de la valeur sur le marché malgré son contrat, parce que là je trouve qu'il en a quand même pas mal perdu de la valeur, le bon vieux Toby, et encore une fois, essayer dans un autre trade d'en tirer un bon prix. Tout ça c'est sa spécialité à Presti, et je pense que ça irait bien dans sa mentalité. Et puis même si ça n'a pas lieu, même si Tobias Harris ne retrouve pas un bon niveau, tant pis, il sera très lourd jusqu'en 2024, mais peu importe, on a le temps à OKC, la reconstruction actuellement elle est totale, la direction elle reste quand même floue, pour l'instant on a tout plein de jeunes, on a tout plein d'assets, et au bout d'un moment, Presti, il faudra qu'il fasse des packs, donc peut-être que Harris peut faire partie d'un de ces packs, ou alors peut-être que Harris peut être une option 2, une option 3, avec un Shai Gilgeous-Alexander, ou un autre joueur qui serait récupéré dans un échange avec tous les assets et tous les picks qu'il pourrait donner, et il a ce côté où il pourrait aussi servir de mentor aux jeunes, parce que de toute façon, Tobias Harris c'est un mec qui est réputé pour apprécier transmettre ses connaissances, il avait notamment pris Matisse Thybulle sous son aile, il aime ça de toute façon, prendre les gamins sous son aile, et dans cette histoire, encore une fois, on aurait un OKC qui serait là pour rendre service, notamment aux Sixers, les aider à se délester, ce que Morey semble vouloir faire, quitte à prendre le risque de choper un contrat boulet, mais peu importe, parce qu'il chope des avantages en retour, c'est-à-dire des assets, les avantages exactement ce qu'ils recherchent. Et si ça permet aux Spurs et aux Sixers de poursuivre leurs objectifs, qui eux seront plutôt à court ou moyen terme, contrairement à ceux du Thunder qui seront à long terme, tout le monde sera content, je me dis, dans cette histoire. Ce trade, eh ben, je pensais pas, mais finalement vous êtes quand même 52% à penser que c'est du win-win-win, donc c'est la majorité qui l'emporte, hein. Vous êtes la majorité à penser que tout le monde y gagne dans ce trade. Vous êtes 24% à penser que ce sont le Thunder les grands gagnants, et je peux comprendre, hein. En plus de ça, ils ont un Harris qui va prendre Shai Gilgeous-Alexander sous son aile, c'était le cas, les deux s'entendaient déjà très bien aux Clippers, donc franchement ça peut être un très bon coup pour le Thunder en récupérant justement, ce gros contrat, mais qui peut quand même apporter pas mal de choses. Vous êtes 14% à penser que ce sont les Sixers qui gagnent, et 10% à penser que ce sont les Spurs. Il y en a pas mal qui pensaient imaginer juste un trade entre les 76ers et les Spurs, mais ça franchement moi j'y crois pas, parce que ça voudrait dire que Harris reste aux Sixers, et à mon avis c'est ce que je disais, Daryl Morey refusera de ne recevoir que Dejounte Murray contre Ben Simmons, parce que Dejounte Murray qui arrive aux Sixers cette année, ça peut faire une plus-value c'est sûr, mais ça suffira pas pour faire d'eux des contenders. Pour faire d'eux des contenders, l'année prochaine, il va falloir libérer de la place sous le cap, et essayer de faire un gros coup cet été comme je disais tout à l'heure. Et ça peut pas se faire si Tobias Harris part pas. C'est pour ça que je pense que sans le Thunder, ce trade à mon avis est impossible. À mon avis, ça pourrait être la clé pour débloquer pas mal de choses. Je dis pas que ça se fera, mais en tout cas, je pense que c'est une piste qui pourrait être intéressante à poursuivre, et ce qui me rassure, c'est que vous êtes plutôt d'accord avec ça, vu les résultats du sondage. Ok, si on fait le bilan global, le trade que vous avez préféré, c'est le trade numéro 3. Donc celui-là, vous l'avez plébiscité à 60% à dire que c'est du win-win. C'est celui qui envoie Justin Holiday et Finney Smith aux Lakers, qui envoie Miles Turner aux Mavericks, et qui envoie notamment Talen Horton-Tucker et les tours de draft aux Pacers. Donc celui-là, 60%. Celui qui est en numéro 2, c'est celui dont on vient de parler, qui envoie Ben Simmons aux Spurs, Dejounte Murray aux Sixers, et Tobias Harris aux Thunder. Donc celui-là, 52% de win-win. Celui qui arrive, en fait, il y en a deux qui arrivent à égalité à la place 3, donc c'est ce que je suis en train de regarder. Il y a notamment le trade numéro 1, donc celui qui envoie Kobe White aux Celtics et Dennis Schroeder aux Bulls.
donc 41% de win-win pour vous, et aussi le trade numéro 5, donc celui qui enverrait Eric Gordon et John Wall aux Cavaliers contre Kevin Love et les joueurs blessés que sont Ricky Rubio et Colin Sexton. Pour finir, il y en a deux que vous avez beaucoup moins aimé, donc celui-là qui arrive en place numéro 5, c'est le trade numéro 2. Celui-là, vous n'avez été que 23% à penser que c'était du win-win, parce que vous pensez que les Pistons peuvent avoir mieux contre Jerami Grant. Je pense que oui, vous n'avez pas trop tort là-dessus, peut-être que les Timberwolves auraient pu lâcher plus, mais il va falloir voir s'il y a vraiment de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence pour Jerami Grant, c'est un trade à mon avis qui peut avoir lieu comme ça, mais effectivement, s'il y a beaucoup d'équipes qui veulent le Jerami Grant, les Timberwolves devront probablement lâcher plus, donc je comprends qu'il n'ait que 23% de win-win, et forcément, hein, de toute façon, celui-là, on s'en doutait, celui qui a eu le moins de win-win, c'est mon gros truc, ma grosse dinguerie, Zion Williamson qui partirait au Knicks, mais ce qui était très intéressant dans ce trade, c'est que vous n'avez pas du tout réussi à vous départager, parce que vous disiez, à la limite, autant que c'était les Pelicans qui étaient gagnés, qui étaient gagnants que les Knicks qui étaient gagnants. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Mais maintenant qu'on a parlé de mes trades un petit peu, bah, c'est à vous de travailler. Et donc je vais vous donner mon avis en tout cas pour les 3 trades qui ont été sélectionnés et que je vais découvrir en direct avec vous. Trade de la commune number 1. Premier trade qui m'est proposé par Clafoulis, là, donc que je découvre, qui implique les Raptors et les Celtics. Ça enverrait Josh Richardson, Grant Williams, Peyton Pritchard et un second choix de draft à Toronto contre Goran Dragic, Malek Flynn et un first. Et bien je regarde, ce trade-là il me semble plutôt intéressant à première vue. Les Celtics ont besoin d'un meneur playmaker, on a un Goran Dragic qui apparemment se plaît pas à Toronto. Bon maintenant le problème c'est que Goran Dragic est plus tout jeune, donc il n'y a aucune assurance que ça fonctionne aux Celtics, Dragic, surtout vu que bah, pour l'instant il fait une saison quasi blanche, hein, parce qu'il n'est pas dans les plans de Nick Nurse. Maintenant, voilà, malgré son âge, en fait c'est son âge qui me fait un petit peu douter, malgré son âge, au vu pour l'instant de la situation des Celtics qui est un petit peu déconnante, un Goran Dragic, ça se tente, surtout que finalement, il y a aussi un first round qui est récupéré, et ça fera du bien aux Celtics, même s'il est protégé top 10, et tout ça c'est pas mal, pour Boston, parce que au final, ils perdent un Josh Richardson qui est pas forcément très bon cette saison, Grant Williams qui a du potentiel aussi, mais il y a Robert Williams aussi, Enes Kanter et Al Horford dans la raquette qui peuvent faire pas mal de choses, et le petit Peyton Pritchard qui fait des bonnes choses, mais qui pour l'instant reste surtout un joueur de rotation, quoi. Donc c'est pas non plus un joueur excellent. Donc pour Boston, je comprends l'intérêt, et pour les Raptors, pourquoi pas aussi, parce qu'au final, ils perdent pas grand-chose, à part leur first round quand même qui est protégé top 10, ça peut faire beaucoup, donc sachant que, vu pour l'instant le classement des Raptors, ils devraient avoir un tour qui est au-delà de la 10e place, donc ça fait peut-être un peu beaucoup pour les Raptors de lâcher un pic comme ça, pour récupérer des joueurs qui font rien d'excellent en fait. Un Josh Richardson, moi j'ai beaucoup de doutes, depuis sa saison à Miami, il a plus fait grand chose. Un Grant Williams, ça c'est intéressant je pense, ça densifiera un petit peu la raquette de Toronto et c'est cool, mais est-ce que ça vaut un first? Je suis pas sûr. Et un Peyton Pritchard qui peut apporter de bonnes choses en sortie de banc, même si comme je l'ai dit, ce sera jamais All-Star. Donc voilà, ce trade me semble cohérent, en tout cas il répond aux besoins des deux équipes. Le seul truc qui me dérange un poil, je pense, c'est le first round qui est lâché à Boston, même s'il est protégé top 10, ça me semble un petit peu too much pour récupérer ce genre de joueur à Toronto. Ok, sur ce trade, vous êtes 44% à penser comme moi que les Celtics sont un peu trop gagnants, un poil trop gagnants dans ce trade, mais mine de rien, vous êtes 39% à penser que c'est du win-win, et 17% à penser que c'est les Raptors qui gagnent. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je trouve que c'est un bon trade que nous a proposé Clafoulis, même si je pense qu'il faudrait rééquilibrer un poil les pics, et encore je suis tatillon, hein, parce que ça peut s'expliquer ces choses-là. Je pense qu'il y a une bonne base, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour les deux équipes, et je trouve que c'est plutôt cool, un bon trade que nous a proposé Clafoulis entre les Raptors et les Celtics. Trade de la commune number 2. Le trade numéro 2 que vous m'avez proposé et qui a été sélectionné, donc c'est un trade entre les Grizzlies et les Pistons. Il enverrait Jerami Grant à Memphis et les Pistons recevraient Kyle Anderson, Jarrett Culver et un premier tour de draft en provenance des Lakers en 2022, qui peut être plutôt pas mal ce tour de draft si les Lakers redressent pas la barre, même s'il sera peut-être pas dans la loterie, il pourrait être autour de la 15e place, et donc ça pourrait être un trade qui est intéressant. Donc dans l'histoire, les Pistons récupéreraient un petit peu ce que j'espérais contre Jerami Grant, c'est-à-dire un joueur au moins correct. Là on a Kyle Anderson, tout à l'heure on avait Malik Beasley, plus un premier tour, ça va. Donc il récupérerait en plus Jarrett Culver, qui lui aussi a des choses en potentiel. Ouais, les Pistons pour moi, ça va très bien dans ce qui est
recherché. À Memphis, on recevrait Jerami Grant, et franchement c'est plutôt intéressant aussi. Non, je l'aime bien ce trade, franchement j'aime bien ce trade, parce que Memphis va avoir des ambitions dès cette année, hein. Jerami Grant va permettre de les faire step up, même si, attention, je trouve que le rôle, bien sûr je préfère Jerami Grant à Kyle Anderson, mais attention, je trouve que Slow-Mo, il a quand même un rôle essentiel à Memphis, et la perte peut être plus importante que ce qu'on croit pour les Grizzlies. Mais bon, il faut peut-être prendre un risque, et même si ça me fait quand même mal au cœur, hein, je le dis, de perdre Slow-Mo du côté des Grizzlies, je pense qu'il y a une vraie plus-value en signant Jerami Grant, même s'il faudra espérer que Jerami Grant pourra montrer des bonnes choses aussi dans une équipe qui est compétitive, parce que briller à Détroit et être le franchise player de Détroit, c'est bien, mais pour moi, ça me suffit pas encore pour prouver qu'on a un potentiel niveau All-Star, ou qu'on a le potentiel pour transformer une équipe. En tout cas, à Détroit aussi, ça permet de libérer du cap en fonction de l'année prochaine. Non, franchement, c'est un trade qui me semble cohérent. Voilà, mon seul petit regret, ce serait de perdre Kyle Anderson à Memphis, mais il faut bien lâcher des pièces intéressantes si on veut récupérer Jerami Grant. Donc merci à toi Lestizy, franchement ce trade je le trouve plutôt intéressant, et il y a une bonne base aussi qui va bien dans le sens des deux équipes je trouve, donc GG à toi. En tout cas, vous êtes comme moi, hein, ce trade vous plaît beaucoup, parce que vous êtes 82% à penser que c'est du win-win, donc j'ai l'impression que c'est même le meilleur trade de la soirée. Bravo à toi Lesty, t'as fait du bon boulot en proposant ce trade entre les Grizzlies et les Pistons. Après vous êtes 12% à penser que les Grizzlies sont vainqueurs et 6% que les Pistons sont vainqueurs. Moi ce que je disais, c'est les deux trucs auxquels qui me convainquent pas, ce serait trop gros de dire ça, mais les deux trucs auxquels je réfléchirais, ce serait comment tu fais jouer Jerami Grant. Tu le mets sûrement au poste 3 je pense, parce qu'à l'intérieur il y a déjà Jackson Jr. et Steven Adams, donc sinon tu mets Steven Adams sur le banc, mais je suis pas non plus super convaincu de mettre Jackson Jr. au poste 5, donc Jerami Grant au poste 3, et du coup tu passes Desmond Bane et Dillon Brooks parmi les remplaçants. Par contre, moi la vraie raison elle est là, c'est qu'en ce moment Memphis, c'est une équipe qui tourne tellement bien, et faire venir Jerami Grant, ça peut aussi être qui tout double, et ça peut aussi casser la bonne dynamique qui est actuellement, parce que là la dynamique est tellement bonne en ce moment, que c'est peut-être un peu risqué de changer cette rotation et de changer le 5 de départ, parce que forcément, même si les pertes sont pas non plus essentielles du côté de Memphis, tu fais venir Jerami Grant, t'es obligé de le mettre titulaire, et t'es obligé de changer un minimum les rotations. Maintenant, pourquoi pas, si Memphis veut vraiment tenter un pari et step up et essayer de faire un gros parcours de playoff, ça peut se tenter, l'arrivée de Jerami Grant. S'ils veulent plus miser sur la continuité, je pense que moi je toucherai à rien. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bon trade que je trouve très intéressant. Trade de la commune number 3. Le troisième et dernier trade me vient de Jess, un trade qui est très très simple, hein, mais qui est très efficace. Un trade qui enverrait Ben Simmons et Danny Green à Brooklyn, et tout simplement James Harden à Philadelphie. Alors du côté de Philadelphie, je vois très bien l'intérêt. À mon avis, Daryl Morey, il signe 12 fois, et il recommence, et il met des signatures partout pour être sûr que ça arrive au plus vite, parce qu'avoir James Harden à Philadelphie, à mon avis, c'est son rêve, surtout s'il peut se séparer de Ben Simmons contre lui, et que vu que Ben Simmons veut pas jouer, à mon avis, il sera très content, sachant aussi que Danny Green, même si je trouve qu'il avait un rôle important l'année dernière, c'est en train de diminuer cette saison, même si ça reste quand même un joueur correct et expérimenté, avec des joueurs comme Korkmaz, comme Tybalt qui commencent à percer un petit peu plus, même avec l'arrivée de George Niang, même si c'est pas tout le temps exactement les mêmes postes, le rôle de Danny Green est moins important. Pour les Sixers, je vois totalement l'intérêt. Maintenant, Brooklyn, est-ce que ça vaut vraiment le coup de transférer James Harden en cours de saison ? Peut-être qu'ils peuvent tenter un sign and trade en fin de saison, et là, je sais pas, c'est peut-être trop risqué pour un mec comme Kevin Durant et un mec comme Kyrie, où on sent que les trois sont super soudés. À mon avis, c'est quand même trop risqué d'envoyer Harden ailleurs en cours de saison. Alors ok, pour l'instant, Harden a refusé de signer une extension avec les Nets pour laisser un maximum d'options ouvertes cet été. Mais je vois pas non plus Harden, ou alors peut-être, hein, faudra voir, mais je suis pas sûr que les Nets perdent Harden si c'est pas un sign and trade. Et à mon avis, ça aurait peut-être plus de sens potentiellement en fin de saison, d'imaginer un sign and trade comme ça si Ben Simmons n'a pas bougé, plutôt que là, casser une dynamique des Nets qui est plutôt correcte, sachant qu'en plus de ça, ils n'ont jamais été au complet. Kyrie vient juste de revenir, et encore il a un match sur 2, Durant il vient de se blesser aussi, on peut attendre les playoffs, je vois pas pourquoi tout bouleverser à Brooklyn, vu que le potentiel qu'a cette équipe, on a une potentielle équipe qui peut gagner le titre, et avec Simmons, peut-être que ça peut aussi gagner le titre, mais il y a plus de doutes. Moi, je ferai quand même confiance à ce trio encore un peu, au moins jusqu'à la fin de l'année, et après je verrai. Donc autant je vois vraiment l'intérêt pour les Sixers tout de suite, autant pour les Nets, je trouve que c'est trop précipité. Ok pour ce trade, vous êtes 95% à me rejoindre que les Sixers seraient les grands gagnants d'un tel trade.
5% qui pensent que c'est du win-win et personne pense que les Nets sont gagnants. Effectivement, pour l'instant, à moins qu'il se passe des choses en interne, comme je l'ai lu dans le chat chez les Nets qu'on ne connaît pas, je vois pas pourquoi les Nets feraient ça en cours de saison pour le moment. En tout cas, c'était super intéressant. Je remercie tous les gens qui ont proposé des trades. Je remercie les modos qui ont su m'en sélectionner 3 pour que je donne mon avis un petit peu en direct. Et bravo notamment à Lestizy et son trade de Jeremy Grant à Memphis, qui finalement a eu le meilleur pourcentage de la soirée. En tout cas, c'était très 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 cool de voir que vous avez pu participer et de voir que vous avez pu proposer des trades sérieusement avec la trade machine de Fanspo. Merci beaucoup. Voilà pour ce qui est des transferts en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu? Et surtout, quel est le transfert que j'ai proposé et que vous avez préféré? Dites-moi tout ça en commentaire, histoire de savoir, selon vous, lequel vous plébiscitez le plus. Je vous le rappelle aussi, si vous voulez porter les couleurs de Derby Ball avec le code promo que je vous propose, vous trouverez absolument tout dans la description. Alors ne perdez pas plus de temps, let's go voir tout ça, franchement ça vaudra le coup. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige les meilleurs commentaires possibles, ou les plus fun, histoire de rire un petit peu. Attention à tous ceux qui le feront pas, je leur enverrai Ben Simmons dans leur équipe, mais pas le Ben Simmons le meilleur possible, Ben Simmons en mode boudeur, complètement boudeur. En tout cas, gros big up à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est super important pour être mis en avant sur YouTube, donc continuez s'il vous plaît. Et surtout un gros merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Tipeee, en ce moment c'est vraiment essentiel. Je le répète très souvent, hein, mais c'est la vérité, janvier c'est le mois le plus dur sur YouTube, et en plus de ça, récemment mes Airball Project ont été démonétisés, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter d'en faire. Voilà pourquoi si vous voulez rejoindre la grande famille des tipeurs, n'hésitez plus, votre soutien est le plus que bienvenu. Quoi qu'il arrive, je ne peux être que très reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu, qui soutiennent encore ou qui ont prévu de le faire dans le futur. Vous êtes le sang de la veine. À très vite. Keep